L'odeur m'a frappé en premier, dès que j'ai franchi la porte. Poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, pain frais de la boulangerie de la rue M qui facturait 12 $ la miche. Maman faisait des efforts. Cela signifiait que quelque chose de grave allait arriver. La maison de grand-père ressemblait toujours à la sienne. 3 semaines après les funérailles, rien n'avait changé. Ses lunettes de lecture étaient sur la table d'appoint, sa tasse de café près de l'évier, les clés de l'atelier accrochées au crochet près de la porte arrière. J'ai touché le cadre de la photo dans le couloir. Grand-père, à l'âge de 42 ans, se tenait devant son atelier d'usinage. Une salopette couverte de graisse. Un sourire authentique. Arrête d'être sentimental. La voix de maman a résonné depuis la cuisine. Nous devons discuter de questions pratiques ce soir. Des questions pratiques. C'est comme ça qu'elle appelait ça quand il y avait de l'argent en jeu. Je suis entré dans la salle à manger. Marcus était déjà affalé dans le fauteuil de grand-père, au bout de la table. 33 ans, il portait un polo qui coûtait plus cher que ma mensualité de voiture. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Claire était assise en face de lui, 25 ans, tenant son iPhone en mode portrait. Elle filmait. Est-ce vraiment nécessaire, ai-je demandé, en hochant la tête vers le téléphone. Elle l'a abaissé juste assez pour me regarder par-dessus. C'est du contenu, Jake. Dîner de famille pour discuter de l'héritage. Très dans le ton. Dans le ton de quoi? De mon esthétique. Elle a recommencé à filmer. Tu ne comprendrais pas. Je me suis assis à l'extrémité de la table, la place que j'avais toujours prise. L'endroit où grand-père avait l'habitude de me faire un clin d'œil de l'autre bout de la pièce pendant ses dîners. Maman a apporté le poulet sur un plat de service. Elle était tirée à 4 épingles, boucles d'oreilles, rouge à lèvres, toute la mise en scène. Papa la suivait, portant les pommes de terre, silencieux comme toujours. 41 ans de mariage, et je l'avais entendu parler, peut-être, 400 mots au total. Tout le monde s'est installé. Marcus a découpé le poulet comme s'il était chez lui. Techniquement, il pensait que c'était le cas. Alors, Marcus a posé le couteau à découper, l'avocat de l'État m'a appelé hier. J'ai continué à manger, sans lever les yeux. La lecture du testament est prévue la semaine prochaine, mardi, à 10 h du matin. Claire a tourné son téléphone vers lui. C'est tellement vintage. Réunion de famille pour discuter du testament. Une énergie très vieille richesse. Elle avait 1200 abonnés sur TikTok, principalement des gens qui la détestaient et regardaient ses vidéos. Marcus a continué comme si elle n'avait pas parlé. L'avocat a mentionné quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il y a une complication avec la désignation de l'exécuteur. J'ai pris une bouchée de purée. Je l'ai laissé parler. Maman est intervenue. Ne discutons pas d'affaires au dîner. Nous devrions manger d'abord. Sa voix avait cette qualité tendue, celle qui signifiait qu'elle savait quelque chose et ne voulait pas que ce soit dit à voix haute. Marcus l'a écarté d'un geste de la main. Non, nous devons régler cela maintenant, avant la lecture, avant que les choses ne dégénèrent. Il a sorti un dossier de la chaise à côté de lui. Un cuir coûteux, le genre avec ses initiales embossées sur le devant, et l'a fait glisser sur la table vers moi. Le dossier s'est arrêté à côté de mon verre d'eau. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Juste de la paperasse. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise. L'avocat de papa l'a préparé. Simple formulaire de consentement. Je ne l'ai pas encore touché. Ça confirme que je m'occupe de tout en tant que fils aîné. Juste pour officialiser les choses avant la semaine prochaine. J'ai ouvert le dossier. 6 pages. Papier à en-tête officiel imprimé au laser de Whitmore et Associés. Un vrai cabinet d'avocats. Ce n'était pas quelque chose que Marcus avait griffonné à la hâte. Première page, renonciation volontaire à l'autorité d'exécuteur testamentaire. J'ai lu plus lentement, laissant le silence s'étirer. Clause 3. Le sous-signé renonce à tous les droits de contester les décisions de distribution prises par l'exécuteur principal. Clause 7. Le sous-signé transfère toute l'autorité de gestion des actifs de la succession à Marcus James Walsh. J'ai posé la première page. J'ai regardé la ligne de signature au bas de la page 6. Mon nom y était préimprimé. Il ne manquait que ma signature et une date. Ceci dit que je suis l'exécuteur actuel.
La pièce est devenue silencieuse. Même Claire a baissé son téléphone. Marcus a forcé un rire. Oui, à ce propos. Grand-père était un peu confus à la fin. Confus? Il a mis ton nom en tant que co-exécuteur temporaire. Marcus a fait un geste de dédain. Mais évidemment, ça devrait être moi. Je suis l'aîné. J'ai une entreprise. Je sais comment gérer les actifs. Quelle entreprise, ai-je demandé. La mâchoire de Marcus s'est contractée. Je fais du conseil en ce moment, entre deux opportunités. Au chômage. C'est ce que, entre deux opportunités, signifiait. La troisième fois en 2 ans. Maman a posé sa fourchette. Ton grand-père ne pensait pas clairement ces derniers mois. Il allait bien, maman. La démence s'aggravait. Grand-père n'avait pas de démence. Son visage s'est durci. Ne me contredis pas, Jack. Claire a soulevé son téléphone à nouveau. Oh, le petit frère devient fougueux. Elle souriait. Marcus, tu devrais le punir. Elle a ri de sa propre blague. Le son grinçait comme du métal sur du béton. Éteins ça, ai-je dit. C'est mon téléphone. Son sourire s'est élargi. Ça ira sur TikTok de toute façon. J'ai reculé de la table. Je me suis levé. J'ai besoin de réfléchir à ça. Papa s'est levé aussi, le premier mouvement réel qu'il ait fait de tout le dîner. Il n'a rien dit, il a juste bougé pour bloquer l'embrasure de la porte derrière moi. Je me suis retourné. Marcus se tenait maintenant derrière ma chaise, entre moi et la porte d'entrée. Assieds-toi, a dit maman. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre. Je suis resté debout. Maman s'est levée aussi. Elle a fait le tour de la table jusqu'à se retrouver à 3 pieds de moi, assez près pour que je voie le fond de teint s'accumuler dans les rides autour de sa bouche. Signe ça ce soir. Sa voix est devenue très basse. Ou quitte cette maison. Tu ne reverras plus jamais aucun de nous. Elle a croisé les bras. Et nous contesterons le testament. Abus de faiblesse, influence indue. Grand-père était sénile et tu l'as manipulé. Marcus a hoché la tête. Nous avons des preuves. Le changement soudain d'exécuteur, la façon dont tu lui rendais visite constamment ces derniers mois. Je lui rendais visite parce qu'il était en train de mourir, pas parce que je voulais de l'argent. Marcus a ramassé le dossier, l'a tendu. Signe ceci et tout va bien. La famille reste unie. Tu auras une part équitable. Part équitable. Venant de l'homme qui avait emprunté $8000 de mon cadeau de diplôme universitaire et ne les avait jamais remboursés. Claire filmait tout maintenant, téléphone tenu fermement, la petite lumière rouge d'enregistrement brillante dans le coin. Je les ai regardés un par un, maman, froide et certaine, papa, silencieux et bloquant la sortie, Marcus, tenant ce dossier comme une arme, Claire, documentant tout pour le contenu. La maison semblait plus petite qu'avant. La maison de grand-père, celle qu'il avait construite avec l'argent de son atelier d'usinage, celle qu'il avait achetée en 1978 pour $42 000. Elle valait $780 000 maintenant. J'ai regardé le dossier dans la main de Marcus. D'accord? Tout le monde s'est immobilisé. D'accord quoi? A demandé Marcus. Je vais signer. Mais j'ai besoin de lire d'abord les documents complets du trust. Les yeux de Marcus se sont plissés. Pourquoi? Parce que je renonce à des droits légaux. Je veux m'assurer d'être protégé. C'était raisonnable, prudent, le genre de choses qu'un avocat conseillerait. Marcus a regardé maman. Elle a hoché la tête lentement. Bien. Où sont les documents? Mon appartement. Je les apporterai demain matin. Nous signerons tout avant la lecture du testament la semaine prochaine. Marcus s'est rapproché. Pourquoi ne pas simplement signer ça maintenant? Parce que ce serait stupide. J'ai croisé son regard. Tu me demandes de renoncer au statut d'exécuteur. J'ai besoin de savoir ce que cela signifie légalement, de quoi je suis responsable, de quoi je suis protégé. Il n'avait pas de réponse à ça. Demain, ai-je répété, 9 heures du matin. J'apporterai tout. Maman a regardé Marcus. Il a hoché la tête. 9 heures du matin, a-t-elle dit. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. Claire a abaissé son téléphone.
C'était ennuyeux. Elle semblait déçue. Il a juste cédé. J'ai marché vers la porte. Papa s'est écarté lentement, comme s'il me donnait une dernière chance de changer d'avis. J'ai pris ma veste sur le porte-manteau, celui que grand-père avait construit dans son atelier. Chêne massif. Ma veste pendait au même crochet que j'utilisais depuis l'âge de 12 ans. Demain, a crié Marcus derrière moi. 9 heures précises. J'ai ouvert la porte d'entrée, suis sorti sur le porche. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'un bouchon de champagne qui saute, Marcus rire, maman dire quelque chose sur le fait de finalement gérer les choses correctement. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une Honda Civic de 2012, payée, sans mensualité. Elle était garée sur le trottoir sous le chêne. Je suis monté, j'ai fermé la porte, je suis resté assis, les mains sur le volant. Demain à 9 heures du matin, ils attendaient une signature. Une capitulation. Jake, le garçon silencieux, faisant finalement ce qu'on lui disait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application cryptée, celle avec l'icône gris uni. Pas de nom, juste un symbole de cadenas. Grand-père m'avait fait l'installer il y a 2 ans. Il avait dit que je saurais quand l'utiliser. J'ai tapé « Initiate plan Safeguard ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». 3 secondes plus tard, la réponse est arrivée. Confirmé. Avocat en attente. J'ai démarré le moteur, mis la voiture en marche. Dans le rétroviseur, je pouvais voir la maison. Les lumières allumées à chaque fenêtre. Ma famille à l'intérieur célébrait sa victoire. J'ai quitté le trottoir. Demain, ils apprendraient ce que grand-père pensait vraiment de la victoire. Demain, ils apprendraient qu'il avait construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prendre. J'ai roulé vers mon appartement, loin de cette maison, loin de leur champagne, de leurs caméras et de leurs dossiers pleins de mensonges. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, l'écran sombre maintenant. L'application cryptée avait déjà supprimé les messages. Aucune trace, exactement comme grand-père me l'avait appris. J'ai tourné à gauche sur Madison, à droite sur 5e, l'itinéraire que j'avais emprunté 1000 fois. Demain matin à 9 heures, un coursier frapperait à leur porte. Courrier recommandé nécessitant une signature. Il l'ouvrirait en s'attendant à de la paperasse de routine. Il recevrait autre chose. J'ai fusionné sur l'autoroute. 22h47. Les lumières de la ville s'estompaient. Le trafic était léger. Mon appartement était à 22 minutes. Petit, une chambre, $1100 par mois. Rien à voir avec la maison qu'il pensait que je devrais vouloir. Tout à fait comme la vie que j'avais réellement construite. J'ai pensé à la caméra de Claire, à ses images, au champagne de Marcus et à la froide certitude de maman. Ils avaient enregistré leur propre défaite. Ils ne le savaient pas encore. Le panneau de sortie est apparu, rue Maple. J'ai pris la rampe, 2 pâtés de maison jusqu'à mon immeuble, 3 étages d'escalier. L'appartement calme où personne n'exigeait rien, où la lettre de grand-père attendait dans le coffre-fort, où la vérité attendait. Demain à 9 heures du matin. Je me suis garé à ma place attitrée, j'ai pris ma veste, j'ai verrouillé la voiture. L'air de la nuit était frais. Octobre en Ohio, des feuilles au sol. L'odeur de fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un. J'ai monté les escaliers, déverrouillé ma porte, suis entré. J'ai posé mes clés sur le comptoir, j'ai accroché ma veste au crochet, je suis resté debout dans le silence. Demain, ils appelleraient 60, 70 fois, probablement. Des SMS, des emails, des messages vocaux remplis de menaces, de marchandage et de rage. J'ai marché jusqu'au coffre-fort dans mon placard, j'ai tourné la combinaison, je l'ai ouvert. Le dossier était juste au-dessus. Document d'exécuteur testamentaire. La lettre manuscrite de grand-père était posée sur le dessus. Je l'ai sortie, l'ai portée à la table de la cuisine, me suis assis. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis juste resté assis là, pensant à l'atelier de grand-père, au samedi matin, aux copeaux de bois sur le sol, à l'odeur de sueur et d'huile, à lui m'apprenant à mesurer 2 fois et à couper une seule, à construire quelque chose qui durerait, à voir la différence entre la valeur et le prix. Demain à 9 heures du matin, ils apprendraient cette leçon, qu'ils le veuillent ou non. L'appartement était sombre quand je suis arrivé. 22h11. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je suis juste resté dans l'embrasure de la porte, écoutant le silence.
Pas de Marcus exigeant des signatures. Pas de Claire filmant pour du contenu. Pas de voix tendue de maman prétendant que tout allait bien. Juste le calme. J'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai marché directement vers le placard de la chambre. Le coffre-fort était encastré dans le mur derrière mes manteaux d'hiver. Métal gris, combinaison à 10 chiffres. Grand-père avait insisté pour que j'en achète un lorsque j'avais emménagé ici il y a 2 ans. Pour les choses importantes, avait-il dit, les choses que tu ne veux pas que quiconque trouve. J'ai tourné le cadran, droite 23, gauche 41, droite 17, gauche 9. La serrure a cliqué. La porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait le dossier, épais, de format légal, étiquette intitulée « Documents exécuteurs successoral » de l'écriture de grand-père. Je les sortis, les portai à la table de la cuisine, les posai, les fixai du regard. Il pensait que je céderais. Tout le monde a toujours pensé que je céderais. Jacques le silencieux. Jacques le doux. Celui qui réparait le Wi-Fi et ne se plaignait jamais. J'ai ouvert le dossier. Par-dessus, il y avait une lettre manuscrite. 3 pages. Encre bleue. L'écriture cursive serrée de grand-père qui penchait vers la gauche parce qu'il s'était cassé le poignet en 1968 et qu'il n'avait jamais guéri droit. Je l'ai prise, j'ai commencé à lire. Jacques. Si tu lis ceci, c'est que Marcus a tenté quelque chose. Je savais qu'il le ferait. Je te nomme exécuteur pour 3 raisons. Premièrement, Marcus a 47 000 $ de dettes de jeu. Je les ai payés 2 fois. Une fois quand il avait 26 ans, encore à 29. Il a 31 ans maintenant et m'appelle toujours pour des prêts. Le mois dernier, il a demandé 12 000 $. Il a dit que c'était pour de l'équipement commercial. J'ai trouvé les reçus de Paris dans sa voiture. Deuxièmement, quand je l'ai laissé aider avec mon entreprise à 26 ans, il a failli la mettre en faillite en 6 mois. Il voyait les clients comme des distributeurs automatiques, pas des relations. Il a augmenté les prix de 40% du jour au lendemain. Il a perdu 8 contrats. J'ai dû le racheter avant qu'il ne détruise tout ce que j'avais construit. Troisièmement, tu te souviens de nos samedis matins à l'atelier. Marcus n'est jamais venu. Trop occupé à réseauter, disait-il. À établir des connexions. Tu es venu parce que tu voulais apprendre. Tu posais des questions. Tu écoutais. Tu comprenais que construire quelque chose de réel prend du temps. La fiducie est de 2,4 millions de $ provenant de la vente de ma compagnie. Marcus voudra tout. Ta mère le soutiendra parce qu'elle l'a toujours fait. Claire le filmera pour le contenu. Tu te sentiras coupable. Ne le sois pas. Je te fais confiance pour protéger cela des gens qui voient l'argent, pas la valeur. Même s'ils sont de la famille, surtout s'ils sont de la famille. L'avocat Van a le plan de sauvegarde. Utilise-le s'ils te font pression. Construis quelque chose de bon avec ça, Jacques. Comme nous construisions des choses à l'atelier. Grand-père. J'ai posé la lettre. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Il avait su il y a 8 mois, quand il avait écrit ceci. Il avait su exactement comment cette soirée allait se dérouler. J'ai regardé les outils sur l'étagère au-dessus de mon bureau. Les ciseaux à bois de grand-père. L'ensemble qu'il avait utilisé pendant 40 ans. Il me les avait donnés quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire il y a 5 ans, avec 15 000 $. Marcus en avait emprunté 8 000 la même semaine. Il avait dit qu'il avait une opportunité d'investissement. Un coût immobilier, rendement garanti. Il ne l'a jamais remboursé. Il n'en a plus jamais parlé. La famille est de la famille, avait-il dit. Je suis retourné au dossier. Sous la lettre se trouvaient des documents, des papiers légaux, une épaisse pile reliée par une agrafe noire. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. Un email de Van. Horodatage, 21h37, 2 minutes après que j'avais envoyé l'activation de la sauvegarde. Objet, protocole confirmé. J'ai ouvert. Monsieur Walsh. Protocole de sauvegarde activé à 21h35, conformément à vos instructions. Tous les comptes de la succession sont gelés avec effet immédiat. Les membres de la famille ne peuvent accéder aux fonds tant que vous n'avez pas fourni d'autorisation écrite.
La lecture du testament est reportée indéfiniment conformément à la clause 4.2 des pouvoirs d'urgence de l'exécuteur. Veuillez trouver ci-joint un résumé des dispositions de la fiducie et la documentation d'autorité de l'exécuteur. Le protocole B est préparé pour exécution à votre discrétion. Veuillez confirmer le moment de la notification à la famille. Van. 2 fichiers PDF étaient joints. J'ai cliqué sur le premier. Résumé des dispositions de la fiducie. Daté d'il y a 8 mois. Exécuté le 14 février. Saint-Valentin. Grand-père avait le sens de l'humour. J'ai fait défiler le jargon juridique. Des paragraphes denses. Puis la section de distribution. Article 7. Distribution des actifs au décès du donateur. 60% aux organisations caritatives. Décomposé par catégorie, programme d'ateliers pour vétérans, initiative d'éducation au codage pour les jeunes, subvention de développement de petites entreprises. Des organisations que grand-père avait soutenues pendant des décennies. 20% à l'exécuteur Jake Michael Walsh pour service fidèle et protection des actifs de la succession. 15% au conjoint survivant Patricia Walsh et au fils Robert Walsh. Conditionnel à l'achèvement d'un programme de conseil financier par un fournisseur certifié. Les fonds doivent être distribués trimestriellement sur 5 ans. 5% répartis entre les membres de la famille élargie, les cousins Amy et David, tante Sarah, des gens qui avaient rendu visite à grand-père à l'hôpital et lui avaient demandé comment il se sentait au lieu de ce qu'il valait. Puis la note de bas de page. Note, les enfants aînés, Marcus James Walsh et Claire Elizabeth Walsh, sont explicitement exclus de la distribution en raison d'un comportement démontré d'irresponsabilité financière et de manque de véritable préoccupation familiale. Cette exclusion est intentionnelle et ne doit pas être contestée. Je l'ai lu 3 fois. Grand-père ne m'avait pas laissé la décision. Il l'avait déjà prise il y a 2 ans, apparemment. J'ai fait défiler vers le haut, j'ai vérifié la date à laquelle la fiducie avait été initialement créée. 12 mars, il y a 2 ans, à peu près au moment où Marcus avait demandé à grand-père de co-signer un prêt automobile. 42 000 $ pour une BMW qu'il ne pouvait pas se permettre. Grand-père avait refusé. Marcus ne lui avait pas parlé pendant 6 mois. Il n'avait pas appelé, il n'avait pas rendu visite. Il avait agi comme si grand-père l'avait trahi. Grand-père avait remarqué. Il remarquait tout. J'ai cliqué sur le deuxième PDF. Pouvoir d'urgence de l'exécuteur. Section 4.2. L'exécuteur peut geler tous les actifs de la succession en cas de détection de pression indue, de coercition ou de menace dirigée contre l'exécuteur ou l'intégrité de la succession. Section 4.4. L'exécuteur peut reporter indéfiniment la lecture du testament s'il détermine que les bénéficiaires ou les parties intéressées se livrent à du harcèlement, de la manipulation ou de l'intimidation légale. Section 7.3. L'exécuteur est autorisé à liquider la propriété de la succession, y compris la résidence principale, sans le consentement du bénéficiaire si une telle action protège la valeur de la succession ou sert la mission caritative du trust. Section 9.1. Si les bénéficiaires se livrent à du harcèlement ou font de fausses allégations légales, l'exécuteur peut réduire ou éliminer leur distribution à sa seule discrétion. Je me suis adossé à ma chaise. Grand-père m'avait donné des options nucléaires, tous les outils dont j'avais besoin, non seulement pour protéger la succession, mais pour me protéger moi-même. Il avait su qu'il ferait cela, le dîner, la pression, le dossier plein de mensonges. Peut-être pas le scénario exact, mais assez proche. Il avait construit une forteresse autour de l'œuvre de sa vie et m'en avait remis les clés. J'ai vérifié l'heure, 22h28. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai rédigé un email à Van. Monsieur Van. Procédez au protocole B selon les termes de la fiducie. Distribuez les actifs exactement comme grand-père l'a spécifié dans le document de fiducie. Aucune déviation. Notifiez la famille à 9h du matin demain par courrier recommandé. Je ne serai pas présent. Commencez l'évaluation pour la vente de la résidence principale conformément à la section 7.3 de l'autorité de l'exécuteur. La propriété doit être liquidée et le produit dirigé vers les distributions caritatives. Merci. Jake Walsh, exécuteur. Je l'ai lu 2 fois. J'ai appuyé sur envoyer. La réponse est venue 4 minutes plus tard. Compris. Coursier programmé pour une livraison à 9h du matin. L'équipe d'évaluation vous contactera lundi.
La documentation légale sera préparée d'ici la fin de la semaine. Vous faites ce qui est juste, Jack. J'ai fermé l'ordinateur portable. Faire ce qui est juste. C'est ce que grand-père disait quand je lui demandais si je devais dénoncer Marcus pour quelque chose ou dire à maman qu'elle était manipulée. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. J'ai regardé autour de mon appartement. Une chambre, propre, minimaliste. 1 100 $ par mois, plus les services publics. Je leur avais caché cet endroit pendant 2 ans. Je les avais laissés penser que je vivais dans l'ancien complexe sur Riverside, celui avec l'ascenseur en panne et le parking louche. Je les avais laissés penser que j'avais des difficultés. Je les avais laissés penser que j'avais besoin d'eux. Plus facile que d'expliquer pourquoi je ne voulais pas qu'ils viennent. Pourquoi je ne voulais pas qu'ils voient ce que j'avais construit sans leur aide, sans leur ingérence. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au numéro de Dave. Nous étions amis depuis l'université. Il connaissait la famille, pas tout. Assez. J'ai envoyé un SMS, je peux rester chez toi quelques jours? 3 points sont apparus immédiatement. Puis, problèmes familiaux. Moi, oui. Ça va devenir bruyant. Dave, viens. La porte est déverrouillée. Je suis debout. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai sorti mon sac de sport. J'ai emballé l'ordinateur portable, le dossier de l'exécuteur, 3 jours de vêtements, le chargeur, la brosse à dents. Je suis retourné à l'étagère, j'ai pris les ciseaux à bois de grand-père, l'ensemble complet, je les ai enveloppés dans une serviette. Je les ai emballés aussi. J'ai regardé autour de l'appartement une dernière fois, je me suis assuré de n'avoir rien oublié de critique. Sur mon bureau se trouvait la photo de grand-père et moi dans son atelier il y a 5 ans. Lui m'enseignant à utiliser le tour. Nous deux souriant, de la sueur dans ses cheveux. Je l'ai prise, je l'ai emballée. 23h23. J'ai pris mes clés, j'ai verrouillé l'appartement, j'ai descendu les escaliers jusqu'au parking. La Civic a démarré au premier tour. Fiable, payé, rien de tape à accent grave-l'œil, exactement comme grand-père me l'avait appris. La valeur avant l'image. J'ai conduit jusqu'à chez Dave, 15 minutes à travers la ville. Rue calme, la majeure partie de la ville endormie. Il vivait dans un duplex près de l'université, logement d'étudiant diplômé, même s'il avait obtenu son diplôme il y a 3 ans. Loyer contrôlé. Il ne partirait pas avant qu'on ne le mette dehors. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris mon sac, je suis allé à la porte latérale. Elle s'est ouverte avant que je ne frappe. Dave se tenait là en survêtement et t-shirt délabré. Il a regardé mon sac. C'est si grave? Oui. Il s'est écarté. Je suis entré. Bière, a-t-il demandé. Café? Je ne dormirai pas de toute façon. Il est allé à la cuisine. J'ai laissé tomber mon sac sur son canapé, je me suis assis. L'appartement sentait les vieux livres et la nourriture thaïlandaise. Dave enseignait la physique au collège communautaire. Il gagnait 38 000 $ par an et s'en fichait. Il est revenu avec 2 tasses. Il m'en a tendu une. Café noir. La façon dont je le buvais dans l'atelier de grand-père à 6 heures du matin avant l'école. Tu veux en parler, a-t-il demandé. Demain à 9 heures du matin, un coursier livre une lettre à ma famille. Elle leur dit que la succession est gelée. Lecture du testament reporté. Je suis l'exécuteur, et je ne recule pas. Dave a sifflé. C'est froid. C'est de la protection. Il a hoché la tête. Il n'a pas argumenté. Dave comprenait les limites. Sa famille avait essayé de le culpabiliser pour qu'il aille à la faculté de droit. Il avait choisi la physique et les avait coupés. 3 ans de silence maintenant. Tu restes combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine, jusqu'à ce que les choses se calment. Les choses ne vont pas se calmer, mec. Tu le sais. Je sais. Il a siroté son café. Bien. Tu as besoin de soutien. Je suis là. Merci. Nous sommes restés assis. Nous n'avons pas parlé. Juste le bruit du réfrigérateur qui bourdonnait et des voitures qui passaient à l'extérieur. 23h58. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai mis en mode « Ne pas déranger ». J'ai réglé une alarme pour 8 heures du matin.
Demain, ils appelleraient, enverraient des SMS, des emails, se présenteraient à mon appartement. Ils ne me trouveraient probablement pas. Je me suis allongé sur le canapé de Dave, j'ai tiré la couverture sur moi. Mon téléphone était sur la table basse, l'écran sombre. Dans 12 heures, un coursier frapperait à leur porte. Maman signerait pour cela. Elle ouvrirait l'enveloppe en s'attendant à de la paperasse de routine. Au lieu de cela, elle lirait les mots gelés, reportés, discrétion de l'exécuteur. Elle m'appellerait 60, 70 fois, probablement. Je ne répondrai pas. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Peut-être jamais. La lettre de grand-père était dans mon sac. La dernière ligne continuait de me traverser l'esprit. Protège cela des gens qui voient l'argent, pas la valeur. J'ai fermé les yeux. Demain pouvait attendre. Le réveil a sonné à 8 heures du matin. J'ai ouvert les yeux, j'ai fixé le plafond de Dave. Tache d'eau dans le coin en forme d'Ohio. 1 heure. J'ai pris mon téléphone sur la table basse. 23 appels manquaient déjà. Tous des numéros bloqués. Ils avaient commencé à 7h15 du matin. Trop tôt. Trop désespéré. Dave était dans la cuisine en train de faire des œufs, brouillés. L'odeur emplissait l'appartement. Le café est prêt, a-t-il dit sans se retourner. J'ai versé une tasse, noire. Je me suis tenu à la fenêtre, regardant la rue en bas. Matin normal de vendredi. Les gens se dirigeaient vers le travail. Une femme promenait son chien. Le camion de la poste faisait ses rondes. Chez maman, tout était sur le point de s'effondrer. 8h47. Marcus faisait probablement les 100 pas, demandant où j'étais. Maman surveillait l'allée, attendant ma voiture. Il m'attendait à 9h avec des documents à signer, avec la capitulation. Mon téléphone a vibré. SMS de Van. Coursier parti. Heure d'arrivée estimée, 9h02. J'ai répondu par SMS, confirmé. Dave a posé une assiette d'œufs devant moi. Ça va? Oui. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. J'ai mangé. J'ai gardé mon téléphone sur la table, écran vers le haut. Je regardais. 9h moins 1 minute. J'ai imaginé la scène, maman à la fenêtre, Marcus vérifiant sa montre, Claire sur son téléphone faisant défiler la vidéo de la nuit dernière. Celle qu'elle avait postée à 23h30. Celle que j'avais vérifiée à minuit, 42 vues. Puis je l'ai vérifiée maintenant. 47 000 vues. Les commentaires étaient brutaux. Cette famille est toxique. Le forcer à signer. C'est de l'abus financier. Le visage de la mère quand il a dit non. Pure manipulation. Le petit frère doit courir. 9h04. Mon téléphone s'est illuminé. Email de Van. Objet, livré. Message, lettre signée par Patricia Walsh à 9h03. Protocole B en vigueur. J'ai posé le téléphone. C'était fait. En ce moment même, maman ouvrait l'enveloppe. Adresse de retour du cabinet d'avocat, elle pensait que c'était de la paperasse de routine. Elle lirait la première ligne, ferait une pause, appellerait Marcus. 9h08. Mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de maman. J'ai refusé. Bloqué. Il a sonné à nouveau. Marcus. Refusé. Bloqué à nouveau. Ligne fixe de la maison. Refusé. Bloqué. Dave m'a regardé. C'est eux? Oui. Combien de fois vont-ils essayer avant de comprendre que je ne réponds pas? Les appels continuaient d'arriver. Différents numéros. Téléphone d'amis, probablement de voisins, de quiconque ils pouvaient emprunter. Je les ai tous refusés. 9h17. Van a appelé. J'ai répondu. Monsieur Walsh. Sa voix était calme. Votre frère vient d'appeler mon bureau. Il est contrarié. Qu'a-t-il dit? Que c'est illégal. Que je ne peux pas geler son héritage. Que vous avez manipulé votre grand-père. Que lui avez-vous dit? Que la succession n'est pas encore son héritage. Que l'exécuteur a pleine discrétion en vertu des termes de la fiducie.
Que toutes les actions entreprises sont dans les limites légales. J'ai entendu des cris en arrière-plan de l'appel de Van, étouffé, une voix de femme. C'est eux, ai-je demandé. Ils se sont présentés à mon bureau. Le ton de Van n'a pas changé. Il y a 20 minutes. La sécurité s'en occupe. Dois-je faire quelque chose? Non. C'est ce à quoi on s'attendait. Ils épuiseront d'abord les options évidentes, vous appeler, m'appeler, proférer des menaces. Ensuite, ils essaieront le désespoir. Je serai prêt. Je sais que vous le serez. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il a raccroché. Dave me regardait. Ils sont au bureau de l'avocat? Oui. Ça se passe bien, alors. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Toute cette histoire était absurde. Il pensait que j'allais simplement signer. Il pensait que j'étais faible. Grand-père savait mieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai vérifié mes emails. 63 nouveaux messages. Tous provenant de comptes familiaux. Ligne d'objet de maman, veuillez appeler. Nous devons parler. Cela dégénère. Ligne d'objet de Marcus, tu fais une erreur. Appelle-moi maintenant. Action en justice en attente. Ligne d'objet de Claire, Jack. Sérieusement? Maman pleure. Pourquoi fais-tu ça? Je n'ai ouvert aucun d'eux. Je les ai juste regardés s'accumuler. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Jack, c'est ta tante Sarah. Ta mère m'a appelé. Elle est très bouleversée. Peux-tu l'appeler, s'il te plaît? Tante Sarah. La sœur de maman vivait à 3 états de là. Je la connaissais à peine. J'ai supprimé le SMS. 10h32. J'ai revérifié le TikTok de Claire. 61 000 vues maintenant. L'algorithme l'avait capté. Commentaire principal, 9000 likes, c'est pourquoi il ne faut pas s'enregistrer en train d'être une personne horrible. Deuxième commentaire, 7000 likes, la sœur qui filme et rit. Carrément dégoûtant. Troisième commentaire, quelqu'un d'autre a remarqué la mère le menacer? Signe-le ou quitte cette maison. C'est de la coercition. Claire avait désactivé les commentaires il y a 1 heure. Trop tard. Les captures d'écran étaient partout. Quelqu'un avait téléchargé la vidéo, l'avait postée sur Reddit, 17 000 votes positifs sur le sous-Reddit Family Drama. Quelqu'un d'autre l'avait postée sur Twitter, 42 000 retweets. Le nom d'utilisateur TikTok de Claire était dans toutes. Son nombre d'abonnés s'effondrait. 1200 abonnés hier. 900 ce matin. Elle voulait du contenu. Elle en a eu. 11h15. Van a rappelé. Votre mère a engagé un avocat. C'était rapide. Son avocat a appelé. Patricia Chen. Elle voulait discuter des conditions. Que lui avez-vous dit? Qu'il n'y a pas de conditions à discuter. La fiducie est explicite. La distribution se fait selon les souhaits du donateur. Pas de négociation. Pause. Elle a demandé si vous accepteriez de rencontrer votre mère. Non. Je vais transmettre cela. Elle a également posé des questions sur la maison. Quoi à propos d'elle? Si vous prévoyez de la vendre. Oui. Silence du côté de Van. Alors je ferai en sorte que l'équipe d'évaluation vous contacte lundi. Merci, Jack. Sa voix a légèrement changé. Plus personnel. Votre grand-père serait fier. J'espère. Je le sais. Il me l'a dit. Il a dit que vous étiez le seul à comprendre ce qu'il construisait. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Van a poursuivi. Cela va empirer avant de s'améliorer. Ils vont escalader. Plus de menaces, plus de manipulations. Peut-être de faux rapports de police. Soyez prêts. Je le suis. Bien. Restez où vous êtes. Ne rentrez pas chez vous pendant quelques jours. Je ne le ferai pas, il a raccroché. Dave était parti au travail. Cours de physique à midi. Je suis resté assis dans son appartement vide, regardant mon téléphone s'illuminer de notifications, SMS, appels, emails, messages vocaux. Je n'ai pas écouté les messages vocaux.
Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il disait, colère, marchandage, culpabilisation, menace. Les 5 étapes du deuil traversées rapidement par une famille qui venait de perdre 2,4 millions de dollars. 14h17. Nouvel email de Van. Objet, pour information. Message, l'avocat de votre mère a envoyé une lettre formelle menaçant de contester le testament pour cause d'influence indue et de capacité diminuée. Tactique standard. Nous allons déposer notre réponse, citant les dossiers médicaux et les déclarations de témoins que nous avons en dossier. Nous lui avons également envoyé le lien vers la vidéo TikTok. Elle a retiré la menace 1 heure plus tard. J'ai répondu, merci. 15h43. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Jack, c'est papa. S'il te plaît, appelle ta mère. Elle ne va pas bien. Papa. Première fois qu'il me contactait directement. Première fois que j'avais de ses nouvelles depuis des mois, en fait. J'ai tapé non. Je l'ai envoyé. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement. D'accord. C'était tout. Pas d'argument, pas de culpabilisation, juste d'accord. Peut-être qu'il comprenait, peut-être pas. Peu importe. 17h51. Mon gérant d'immeuble a appelé. Un gars nommé Tom. Cinquantaine, policier à la retraite. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Jack, tu as des visiteurs à ton immeuble. La famille? Oui, 3 d'entre eux. Une femme d'une 60aine d'années, 2 plus jeunes. Ils exigent que je les laisse monter. Ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que tu avais laissé des instructions, pas de visiteurs de la famille. Ils ne sont pas contents. Ils sont partis? Finalement, après environ 20 minutes de cris. Le plus jeune a menacé d'appeler les flics. Il l'a fait? Non. Je lui ai dit que je les appellerais moi-même pour intrusion. Ça l'a fait taire. Merci, Tom. Pas de problème. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Il a raccroché. Donc, ils étaient allés à mon appartement. Ils se sont probablement dit que s'ils pouvaient m'atteindre en personne, ils pourraient me faire pression, me faire craquer. Ils n'ont même pas pu dépasser le hall. 18h38. J'ai vérifié mon téléphone. 68 appels manqués au total, 43 SMS, 97 emails. Aucun répondu. J'ai ouvert le TikTok de Claire une dernière fois. La vidéo était partie. Elle l'avait supprimée. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle était partout ailleurs maintenant. Twitter, Reddit, Instagram, Facebook. Capture d'écran, téléchargement, retéléchargement. Elle avait enregistré leur propre défaite, l'avait postée sur Internet, et maintenant Internet avait des opinions. Le commentaire principal de Reddit résumait la situation. Le mec a activé la carte Uno inversée. Ils ont essayé de le forcer à renoncer à son héritage. Il a gelé le leur à la place. Légende. 19h24. SMS du téléphone de Marcus. Ton différent. Jack, nous pouvons régler ça. Rencontrons-nous. Juste nous. Pas d'avocat. Pas maman. Parlons comme des frères. Je l'ai lu 3 fois. Des frères. Nous n'avions jamais été frères. Pas vraiment. Il avait été l'enfant prodige. J'avais été le silencieux. Celui qui réparait les choses. Celui qui ne demandait rien. Celui à qui il empruntait et ne remboursait jamais. J'ai supprimé le SMS. 20h09. Dernier email de maman. L'horodatage disait qu'elle l'avait envoyé il y a 1 heure. Objet, s'il te plaît. Message, Jack, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes une famille. La famille règle les problèmes. Ton grand-père aurait honte de la façon dont tu agis. Appelle-moi. Amour, maman. Grand-père aurait honte. Cette ligne a fait s'installer quelque chose de froid dans ma poitrine. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti sa lettre, j'ai relu le dernier paragraphe. Tu te sentiras coupable. Ne le sois pas. Je te fais confiance pour protéger cela des gens qui voient l'argent, pas la valeur.
Même s'ils sont de la famille, surtout s'ils sont de la famille. J'ai remis la lettre, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai éteint mon téléphone. Dave est rentré à 20h30. Il a apporté de la pizza. Nous avons mangé, regardé un film. Nous n'en avons pas parlé. À 22h, j'étais de retour sur le canapé. Téléphone toujours éteint. Le silence était parfait. Ils avaient tout essayé. Appel, visite, menaces, culpabilité, avocat. Rien n'avait fonctionné. Marcus pensait que je craquerais. Maman pensait que je céderais. Claire pensait que je pardonnerais. Ils pensaient tous que Jake le silencieux ferait ce qu'il faisait toujours. Rester silencieux, rester complaisant, rester petit. Grand-père savait différemment. Il m'avait donné les outils, l'autorité, la protection légale. Il m'avait donné la permission de dire non. Et je l'avais dit fort, de manière permanente, en refusant de dire quoi que ce soit. Une semaine plus tard, j'étais assis dans un café sur Market Street, ordinateur portable ouvert. Je travaillais sur un projet pour un client. Petit travail de conception web. $300. Argent facile. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais il y avait eu du calme pendant 3 jours. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Allô, est-ce Jake Walsh? Une voix de femme. Professionnelle. Calme. Oui, c'est moi. Ici Patricia Chen. Je suis avocate et je représente votre mère, Patricia Walsh. J'ai fermé mon ordinateur portable. D'accord. Madame Walsh m'a engagé pour aider à négocier une résolution concernant la succession de votre grand-père. Il n'y a rien à négocier. Pause. Je comprends que vous soyez contrarié, monsieur Walsh. Je ne suis pas contrarié. Je suis en train de suivre les termes de la fiducie. Elle est prête à abandonner toute contestation légale si vous acceptez de distribuer la succession conformément aux souhaits de votre grand-père. C'est ce que je fais. Ses souhaits réels. Bruit de papier de son côté. J'ai le document de fiducie ici. Il stipule que 60% vont à des organisations caritatives. Correct. Les organisations préférées de grand-père, programmes d'ateliers pour vétérans, initiatives de codage pour les jeunes, subventions de développement de petites entreprises. Et 20% à vous pour les fonctions d'exécuteur. Oui. 15% à vos parents, conditionnel à un conseil financier. Également correct. 5% répartis entre les membres de la famille élargie, cousins, une tante, des gens qui ont rendu visite à grand-père à l'hôpital. Plus de bruit de papier. Et vos frères et sœurs, Marcus et Claire, ne reçoivent rien. Ils sont adultes. Ils peuvent gagner leur propre argent. Long silence. Monsieur Walsh, votre mère ne prend pas bien cela. Elle savait ce qu'était Marcus. Elle l'a encouragé pendant des années. Elle demande si vous seriez prêt à la rencontrer. Discuter de cela face à face. Non. Même pas pour parler. Les termes sont définitifs. Elle a 30 jours pour accepter sa part ou la rejeter. C'est son choix. Silence sur la ligne. Je transmettrai cela à ma cliente. Merci. Elle a raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis retourné au travail. La conversation avait duré 4 minutes. Ça semblait moins. 2 semaines plus tard, Claire m'a envoyé un message sur Instagram. Jake, je suis désolé. Je n'aurais pas dû filmer cette nuit-là. J'étais stupide. On peut parler? Je l'ai lu 2 fois, je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre 1 heure plus tard. S'il te plaît. Maman n'arrête pas de pleurer. Marcus est un désastre. On doit arranger ça. J'ai fermé Instagram. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai juste pas répondu. Certaines choses ne s'arrangent pas. On s'en éloigne, c'est tout. Le 2e mois est arrivé vite. J'étais à l'épicerie un mardi après-midi. Section des fruits et légumes, choisissant des pommes. Je l'ai vu de l'autre côté de l'allée. Marcus. Il avait l'air différent. Plus mince, cheveux non lavés. Barbe de 3 jours sur le visage.
Il poussait un chariot avec des articles de marque générique, céréales de marque de magasin, viande à prix réduit. Nos regards se sont croisés. Il s'est figé, son chariot arrêté au milieu de l'allée. J'ai tourné, j'ai marché dans l'autre direction, j'ai laissé mes pommes sur l'étagère. Je l'ai entendu appeler mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je ne me sentais pas mal non plus. Je me sentais juste en avoir fini. Cet après-midi-là, Van a appelé. Votre mère a signé. J'étais dans mon appartement en train de préparer le déjeuner. Sandwich au fromage grillé et soupe à la tomate. L'accord de conseil? Oui. Elle recevra 360 000 $ distribués trimestriellement sur 5 ans. Conditionnel à l'achèvement de sessions de conseil financier mensuel. Et papa? Il est inclus? Ils doivent tous deux y assister. Bien. Van a fait une pause. La maison est prête à être mise en vente quand vous le souhaitez. J'ai retourné le sandwich. J'ai regardé le fromage fondre. Vendez-la. Vous ne voulez pas la garder? Votre grand-père a construit cette maison il y a 40 ans. Il l'a construite pour une famille qui n'existe plus. Silence. Je ferai en sorte que l'agent immobilier vous contacte. Merci. La maison s'est vendue en 3 semaines. 780 000 $. Au-dessus du prix demandé. Un jeune couple avec 2 enfants. Ils adoraient l'atelier à l'arrière. J'ai signé les papiers à distance. Je ne suis pas allé à la clôture. Je n'ai pas conduit là-bas une dernière fois. J'ai juste signé et je suis passé à autre chose. 3e mois. Les organisations caritatives ont organisé une cérémonie de donation, dans un centre communautaire du centre-ville, un petit événement, peut-être 50 personnes, des représentants des organisations, quelques journalistes. 1 440 000 $ répartis entre les programmes pour vétérans, l'éducation des jeunes et les subventions pour les petites entreprises. Les causes que grand-père avait tranquillement soutenues pendant des décennies. Je me suis tenu au podium, j'ai fait un bref discours. Mon grand-père croyait à la construction, pas à la prise. Il a bâti une entreprise à partir de rien. Il a construit des relations avec ses clients. Il a construit des choses dans son atelier qui ont duré. Cet argent honore cela. Il crée des opportunités pour les gens qui veulent travailler pour elle. Je me suis assis. Ensuite, une journaliste du journal local s'est approchée de moi. Monsieur Walsh, puis-je poser quelques questions? Bien sûr. Votre famille a contesté cette distribution. Avez-vous des regrets sur la façon dont les choses se sont déroulées? Mon grand-père m'a fait confiance pour protéger ce qu'il a construit. C'est ce que j'ai fait. Elle a griffonné dans son carnet. Vous réconcilierez-vous avec votre famille? Ce n'est plus mon travail. Quel est votre travail? Vivre ma vie, construire mes propres choses, avancer. Elle a écrit cela, m'a remercié, est partie. L'article a paru 3 jours plus tard. Petit article en page 7, 200 mots sur le don. Une citation de moi. Une phrase mentionnant la discorde familiale sans détail. Personne ne se souciait du drame. Il se souciait de l'argent allant à de bonnes causes. Exactement comme grand-père l'aurait voulu. 6 mois après ce dîner, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Toujours modeste. 2 chambres au lieu d'une. 1300 $ par mois. Meilleur quartier, plus proche du travail. Les outils de grand-père étaient posés sur une étagère dans la 2e chambre, celle que j'avais transformée en bureau. Ses ciseaux à bois, son rabot à main, son mètre ruban avec la pince en laiton usé. Sur le bureau se trouvait la photo. Lui et moi dans l'atelier. Nous sourions tous les deux. De la sueur partout. Pas d'autres photos de famille. Aucune sur les murs, aucune sur le réfrigérateur. Juste celle-là. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Jake, c'est clair. S'il te plaît. Marcus est vraiment en mauvaise posture. Il a perdu son appartement. Maman demande si tu peux aider. Juste cette fois. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai supprimé, j'ai bloqué le numéro. 5 minutes plus tard, un autre SMS. Numéro différent. C'est maman. S'il te plaît, parle-moi.
Ton frère a besoin d'aide. Nous sommes une famille. Supprimé. Bloqué. Les SMS continueraient d'arriver. Probablement des numéros différents, des s'il te plaît différents. Même message. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger ». Réglage permanent maintenant. Je me suis assis à mon bureau, j'ai regardé la photo. Grand-père était parti. Cela faisait 7 mois maintenant. Mais ses outils d'atelier étaient là. Sa fiducie était exécutée. Ses souhaits étaient honorés. C'était suffisant. Les gens demandaient parfois. Amis, collègues, conversations occasionnelles qui devenaient personnelles. Est-ce qu'il te manque? Ta famille? Non. Même pas pour les vacances? Non. Tu ne te sens pas coupable? Non. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Ne penses-tu pas que tu devrais te sentir coupable ?» Et la réponse était toujours non. Ce qui m'avait manqué pendant des années, c'était la paix. La liberté de la manipulation. D'être considéré comme une ressource au lieu d'une personne. Des dîners de famille où j'étais la solution à des problèmes que je n'avais pas créés. Le compte en banque qui réparait les erreurs de Marcus, le support informatique qui maintenait leur vie en marche. Grand-père m'a donné 2 choses, sa confiance et ses outils. La fiducie m'a permis de protéger ce qu'il a construit, de respecter ses souhaits réels, pas la version fantasmée que Marcus avait inventée, mais les plans réels et documentés d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Les outils me rappelaient de construire ma propre vie. Meilleure que la leur, plus calme que la leur, la mienne. J'ai regardé l'ensemble de ciseaux à bois sur l'étagère. Je me suis souvenu des samedis matins, de l'odeur de sueur. Grand-père expliquant comment lire le grain du bois, comment couper avec, pas contre, comment construire des choses qui duraient, pas seulement des meubles, pas seulement des projets, mais des vies. Il avait construit sa vie délibérément, lentement, avec un but, et il m'avait appris à faire de même. Je suis retourné à mon ordinateur portable, j'ai ouvert un nouveau fichier de projet, un autre client, un autre travail, une autre brique dans la fondation que j'étais en train de bâtir. Dehors, le soleil se couchait, lumière orange à travers la fenêtre. Les sons de la ville étouffés par la vitre à double vitrage. Paisible, c'était le mot. Pas heureux, pas réussi, pas victorieux, mais paisible. Et c'était suffisant. Plus que suffisant.